C'est donc nos travaux. Avant d'accueillir Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, j'ai un certain nombre nous avons un certain nombre de désignations à faire. Donc je vous propose la nomination de Marie-Hélène Fabre comme rapporteure sur le projet de loi relatif au réseau consulaire sous réserve de son dépôt. Ce texte sera examiné par la commission du 2 décembre 2015. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je vous propose également la nomination de Madame Corinne Herel comme rapporteure sur le projet de loi pour une République numérique. Nous sommes sous réserve de son dépôt comme rapporteur pour avis, puisque nous ne sommes pas au fond, nous sommes pour avis. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Et je vous informe que la Commission des affaires économiques s'est saisie pour avis sur le projet de loi de finances rectificatif 2015 qui sera examiné par notre commission le 24 novembre. La saisine est partielle et concerne uniquement l'article 11 relatif à la fiscalité des énergies. Je vous propose donc pour cette nomination Madame Béatrice Santé comme rapporteure pour avis sur ce projet de loi. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et je vous informe également, notamment, s'il vous plaît, merci, concernant le délai des dépôts, et ça c'est très important, pour le projet de loi de finances rectificative, que le délai a été repoussé au lundi 23 novembre à 12 h. Bien, maintenant, merci, Monsieur le Président, et merci d'avoir accepté de vous contraindre un agenda un peu particulier, puisque notre rencontre a été déplacée à plusieurs reprises. Nous avons naturellement l'habitude d'auditionner régulièrement l'ARCEP au sein de notre commission des affaires économiques depuis que l'ARCEP existe finalement, au regard de ses attributions et au regard de l'une de nos compétences concernant le numérique. Donc je vais tout de suite vous laisser la parole. Auparavant, permettez-moi juste de vous dire que nous avons maintenu l'intégralité de nos travaux à la commission des affaires économiques, mais que au regard de l'actualité d'un certain nombre de réunions qui vont être amenées à se succéder dans la matinée, nous essaierons d'être dans un schéma concis. Ce ne sera pas pour autant quelque chose d'expédié, je vous rassure, parce que nous avons des parlementaires avertis sur ces sujets. Donc aussi, je souhaiterais que cette séquence puisse se terminer au maximum à 11 h, de façon à pouvoir poursuivre nos travaux que nous avons au sein de la commission. Et vous dire qu'également, au regard de l'actualité tragique que nous traversons, moi, ma première question portera essentiellement pour le rôle de l'autorité dans notamment les législations à venir, qui notamment demain par rapport à l'état d'urgence, puisque nous avons un volet quelque part lié au numérique sur lequel nous allons être amenés à nous pencher dans ces échanges. Donc votre sentiment là-dessus et au regard des textes précédents que nous avons pu voter également, hein, qui comportaient des mesures concernant le numérique, nous dire votre appréciation et voir au regard de cette législation une méthodologie peut-être à mettre en place ou autre. En tout cas, nous sommes naturellement très impliqués sur cette démarche. Il y aura également des sujets concernant l'attribution des fréquences 700, c'est très d'actualité et donc nous aurons besoin que vous nous fassiez un point là-dessus, puisque me semble-t-il les enchères s'est terminé depuis hier ou avant-hier, hier. Donc nous aurons également des questions, je n'en doute pas, sur le déploiement du très haut débit, la neutralité du net et le projet de loi numérique par rapport auquel vous avez émis un avis, un certain nombre de recommandations, un certain nombre également de réserves sur certains points. Donc je ne doute pas que mes collègues seront également là, pertinents, pour vous poser toutes les questions nécessaires sur ces sujets, mais qui sont quand même, me semble-t-il, l'armature de nos travaux ce matin, sans pour autant exclure toutes les autres questions qui seraient amenées à vous être posées. Je vous laisse tout de suite la parole en vous remerciant une fois, vous et les membres du collège qui sont aussi présents, que nous avons le plaisir d'accueillir. Et une dizaine de minutes, parce que je ne doute pas que lors de vos réponses aux parlementaires, vous serez amené également à compléter, le cas échéant, ce que vous n'auriez pas pu nous dire dans vos propos introductifs. Merci, Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente de votre introduction et puis d'avoir effectivement maintenu cette audition malgré la période extrêmement difficile que nous traversons. Merci également de nous accueillir effectivement dans une formation un petit peu inhabituelle puisque je suis accompagné de deux membres du collège de l'ARCEP, Jacques Stern, Martine Lombard, qui sont les deux membres du collège qui ont été désignés par la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc il me semblait utile de rappeler, de manifester que l'ARCEP est une autorité collégiale et Jacques Stern et Martine Lombard pourront être amenés à répondre à certaines de vos questions.
Ce rendez-vous, il est très important pour l'ARCEP parce que nous sommes une autorité indépendante. Et la contrepartie de cette indépendance qui est nécessaire, c'est évidemment le contrôle, et notamment le contrôle par le Parlement. Je ne vais évidemment pas rentrer dans tous les dossiers. L'objectif de ce propos introductif, c'est plutôt de vous faire une cartographie des principaux sujets qui sont sur notre table en ce moment. Pour nous, l'intérêt de cette audition, au-delà du contrôle, c'est bien évidemment de pouvoir prendre vos observations, comprendre les sujets sur lesquels vous souhaitez qu'à l'ARCEP nous travaillons. Donc nous avons deux dossiers extrêmement structurants sur lesquels nous avons travaillé récemment, sur lesquels nous sommes en train de travailler dans le domaine du mobile et du fixe, qui sont d'une part l'attribution de la bande des 700 MHz et d'autre part la tarification du cuivre, qui est le réseau téléphonique, le réseau fixe d'Orange. Sur la question de la bande 700, donc, lorsque j'avais été auditionné par cette commission au mois de janvier, j'avais indiqué que nous ferions nos meilleurs efforts pour tenir le calendrier extrêmement exigeant qui avait été fixé par le gouvernement. Eh bien, c'est chose faite, puisque nous avons réalisé cette attribution de fréquence. L'enchère s'est terminée hier. Je reviendrai dans les détails pour vous présenter les enjeux. Cette attribution, elle permet des obligations de couverture nouvelles, originales, qui n'existaient pas jusqu'à présent, qui vont permettre d'apporter notamment la 4G sur les lignes ferroviaires, sur les lignes de train du quotidien, du TER, du Transilien et du RER. Par ailleurs, cette attribution de fréquence, elle va conduire, au-delà des revenus pour l'État, qui seront de l'ordre de 2,8 milliards d'euros, à confier aux 4 opérateurs du marché différents blocs de fréquences, 2 blocs pour Orange, Free Mobile, un bloc pour SFR et un bloc pour Bouygues Télécom. Et donc, cette attribution, elle confirme bien la présence et l'engagement de 4 opérateurs sur le marché français, et c'est une leçon importante. Et notamment, cette attribution permet à Iliad, à Free, de rattraper une partie de son retard qu'il avait en matière de fréquence, et donc de s'engager pleinement comme un opérateur de réseau sur ce marché. L'autre dossier d'actualité que j'avais évoqué avec vous lors de mon audition à janvier, c'est celui de la paire de cuivre. J'avais indiqué que je souhaitais que l'ARCEP donne le maximum de visibilité à l'ensemble des acteurs du secteur, l'opérateur historique, les opérateurs alternatifs, les collectivités locales qui investissent dans les réseaux numériques également, en donnant donc de la visibilité sur ce tarif de la paire de cuivre, le tarif du dégroupage, qui est un élément structurant. C'est le prix auquel les opérateurs alternatifs payent l'accès au réseau de France Télécom. Et donc nous avons engagé une consultation publique sur ce sujet. Nous donnons une visibilité dans un premier temps à 2 ans, 2016-2017, j'y reviendrai. Et dans un deuxième temps, nous construirons ce qu'on appelle un price cap sur les 3 années suivantes, 2018, 2019, 2020. Notre actualité, c'est aussi la mise en œuvre de la loi croissance et activité, adoptée le 7 août dernier. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble des dispositions qui concernent l'ARCEP, mais je vais simplement rappeler les 8 têtes de chapitre qui concernent l'ARCEP dans la mise en œuvre de cette loi. Et puis, dans le cadre des questions que vous pourrez poser, on rentrera dans les détails. Donc d'abord, nous devons établir des lignes directrices sur la tarification par les collectivités locales qui établissent des réseaux publics à très haut débit, la manière dont elles tarifient l'accès à leur réseau. Nous devons établir des lignes directrices d'ici le 7 décembre. Nous avons mis un texte en consultation publique. Nous avons reçu les éléments des acteurs dans les derniers jours. Nous en avons pris connaissance. Ces contributions à la consultation publique sont très riches. Elles nous amènent en partie à amender notre travail, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Ensuite, nous avons désormais, le gouvernement a désormais la faculté de saisir pour avis l'ARCEP comme un expert indépendant sur toute question qui relève de sa compétence. Et ça, c'est nouveau, puisque jusqu'à présent, l'ARCEP ne pouvait être saisie que sur des textes législatifs ou réglementaires. Nous avons été saisis à 2 reprises par le gouvernement. Une première fois sur la question de la mesure de la bande passante sur Internet. Peut-on mesurer le trafic qui passe sur Internet? Et la deuxième demande d'avis portait sur la tarification du portage de la presse par la Poste, la question des coûts.
Nous avons également un nouveau pouvoir qui nous est confié en matière de partage des réseaux mobiles. C'est la question de l'itinérance et de la mutualisation. Est-ce que les accords qui sont passés entre les opérateurs mobiles pour partager leurs réseaux sont-ils bénéfiques? Vont-ils trop loin? Et donc nous allons sur ce terrain établir des lignes directrices dont nous mettrons sur la table une première copie en fin d'année. Nous avons également un rapport à vous rendre au Parlement concernant l'investissement mobile. Je dois vous avouer, je bats ma coulpe, que nous sommes un peu en retard compte tenu de l'accumulation des dossiers et des moyens contraints. Nous devions rendre cet avis le 7 novembre. J'espère que nous le rendrons d'ici la fin du mois de novembre. Et en tout état de cause, d'ici la fin de l'année. C'est un premier rapport. Ce rapport ensuite doit être annuel. Et donc il y a un peu une initialisation qui demande un peu plus de temps. Par ailleurs, nous sommes impliqués dans le dossier des zones blanches. Vous savez que le gouvernement a apporté une action importante pour compléter le programme zone blanche. À ce stade, nous ne faisons qu'accompagner le gouvernement. Nous aurons un rôle plus important dans la suite des opérations pour faire en sorte que le travail entre opérateurs se fasse de manière fluide, et puis ensuite pour faire respecter les obligations qui sont prévues dans la loi en termes de couverture de ces zones blanches. Nous avons également, depuis l'adoption de cette loi, la faculté d'enrichir nos indicateurs de qualité de service et de couverture en pouvant réaliser des séries de mesures en les faisant payer par les opérateurs, et nous sommes en train d'y travailler. Voilà pour les principaux éléments de la loi Macron. Pour conclure, ce que je voulais vous indiquer, c'est que nous avons engagé à l'autorité, à l'ARCEP, un travail un petit peu original sur lequel je souhaiterais vraiment pouvoir avoir vos observations dans le cadre de cette audition. C'est le lancement d'une revue stratégique. C'est un exercice un petit peu original. Alors pourquoi nous l'avons lancé? Ce que nous pensons, c'est que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle à l'ARCEP. L'ARCEP a été créée en 1997 pour ouvrir le marché à la concurrence. La concurrence, elle est là. Et donc maintenant, nous devons nous poser la question, si on devait recréer l'ARCEP aujourd'hui, à quoi ça servirait? Je pense que c'est important d'être clair sur ce point. Pourquoi? Parce qu'aussi nous avons de nouvelles compétences qui nous sont confiées. Je viens de lister un certain nombre de missions que nous confie la loi croissance et activité. Il y a aussi une nouvelle compétence qui nous vient des institutions européennes, de l'Europe, qui est le fait d'être le gardien de la neutralité du net. C'est un métier totalement nouveau. On sort d'une vision du monde dans laquelle je dirais le régulateur est là de manière transitoire pour accompagner l'ouverture d'un marché à la concurrence. Maintenant, on nous demande, je dirais, de faire un travail permanent qui est de veiller au respect d'un certain nombre de règles du jeu sur le marché. Et puis, il y a des stratégies nationales pour le numérique qui sont adoptées ou en cours d'adoption. Au niveau du gouvernement, le Premier ministre a adopté une stratégie le 18 juin dernier. Axel Lemaire travaille à un projet de loi sur lequel nous avons rendu très récemment un avis au gouvernement qui n'est pas encore public. Et puis, le ministre de l'économie a également indiqué qu'il souhaitait lancer un chantier sur les nouvelles opportunités économiques avec un volet numérique important. Au niveau européen, il y a également des travaux considérables à travers le Digital Single Market, la stratégie numérique, avec un volet qui concernera les télécoms. Et puis, plus généralement, la question de savoir comment est-ce que sur le numérique, l'Europe avance plus groupée pour répondre à un certain nombre d'enjeux, pour répondre à des acteurs internationaux, des acteurs très importants, très puissants, et sur lesquels les États isolément n'ont pas forcément toutes les réponses. Donc cet exercice, il a d'abord été mené en interne. Nous avons lancé une consultation publique. Nous attendons les réponses jusqu'au 4 décembre. Et nous publierons une feuille de route sur notre action le 19 janvier prochain. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne s'agit évidemment pas pour l'ARCEP de réfléchir à ses missions. Nous ne sommes pas dans une revue des missions, puisque nos missions, c'est vous qui nous les confiez, c'est le Parlement. Donc ça, nous n'avons pas à les discuter. En revanche, ce que nous revendiquons, c'est le fait de hiérarchiser nos priorités, compte tenu de ces nouveaux éléments que je vous ai indiqués, compte tenu, il faut bien le reconnaître aussi, des moyens nécessairement contraints. Et c'est dans ce cadre-là que nous menons cet exercice. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis
très à l'écoute de vos observations. Et ce que je souhaite avant tout, c'est que ce soit un exercice qui puisse être voilà, totalement, avec lequel le Parlement et la Commission des affaires économiques puissent être tout à fait à l'aise. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, de vous être en plus conformé dans le temps imparti. Et je passe tout de suite la parole à Monsieur Verdier pour le groupe socialiste. 4 minutes. Allez, merci. Promis, vous m'arrêtez, Madame la Présidente. Monsieur le Président, d'abord, merci, Monsieur le Président, de la qualité des relations que vous avez su instaurer avec la représentation nationale depuis votre élection. Ce dialogue, à mon sens, est d'autant plus nécessaire que vos chantiers, les chantiers de l'ARCEP, sont nombreux. Vous les avez d'ailleurs listés. Moi, je pense au projet de loi numérique, à l'attribution aux fréquences 700 MHz qui viennent d'être attribuées aux opérateurs. Je sais qu'un certain nombre de collègues vont vous interpeller sur cette appel d'offres, le montant que nous avons obtenu, les exigences de couverture demandées par l'ARCEP en échange de l'attribution de ces nouvelles fréquences. Je pense aussi au sujet de la neutralité du net et le rôle que l'ARCEP pourra jouer dans son application et le contrôle de ce principe. Autre question importante, votre avis de régulateur sur le nombre d'opérateurs sur un marché en plein bouleversement depuis l'arrivée de Free, vous l'avez évoqué. Et enfin, celui de la couverture mobile et fibre en France et les évolutions récentes, vous l'avez également évoqué, apportées par la loi Macron, sur lesquelles je vais davantage m'attarder. Pour rappel, aujourd'hui, il y a encore 150 communes en France qui n'ont pas du tout accès au réseau de téléphonie mobile et 2200 autres qui n'ont pas accès à l'Internet mobile, malgré l'engagement initial des opérateurs pour constituer un réseau commun afin de couvrir tout le territoire. Les habitants de ces communes, et tous les maires s'en plaignent régulièrement, sont victimes d'une véritable inégalité territoriale, numérique et donc économique. Dans le cadre de la loi Macron, ont été introduits un certain nombre d'engagements dont on ne peut que se féliciter. Je le rappelle rapidement. La couverture d'ici fin 2016 des dernières communes situées dans les zones dites blanches sera effectuée, c'est-à-dire que toutes les communes auront un accès à la téléphonie mobile 2G à minima. La couverture 3G sera faite sur tous les territoires d'ici la mi-2017. Et enfin, on installera 800 nouveaux sites dans les zones rurales pour couvrir les endroits peu éloignés du centre-bourg et qui restent donc sans couverture dans des communes elles-mêmes couvertes. Ces sites devraient être déployés sur 4 ans à compter de 2016. Je me félicite de cette mesure, d'autant qu'avec mon collègue Pierre Cavani, dans un rapport, nous avions incité les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités en la matière, puisque les opérateurs n'avaient pas respecté leurs engagements. Le 21 mai dernier, donc, les 4 opérateurs mobiles nationaux ont formalisé un engagement afin de mettre en place l'ensemble de ces mesures et de garantir qu'aucune commune ne soit oubliée. Un nouveau recensement, nous dit-on, devrait être effectué. L'ARCEP a d'ailleurs prévu des sanctions en cas de non-respect de ces engagements. Donc mes questions seront multiples. Où en est-on par rapport à ce nouveau recensement? Selon quelles méthodes ont été déterminés les sites en dehors des centres-bourgs? Et enfin, suite à la promesse non tenue par les opérateurs pour 2013, estimez-vous que les nouvelles obligations réglementaires seront suffisamment contraignantes pour atteindre ce nouvel objectif? Outre la couverture du territoire, l'ARCEP poursuit les efforts dans le domaine de la qualité d'accès et de services. À cet effet, l'ARCEP produit et publie entre autres sur une base trimestrielle et semestrielle des indicateurs de qualité des services fixes d'accès à l'Internet et de téléphonie, indicateurs liés à l'accès d'une part, délai de raccordement, taux de panne, etc., et des indicateurs de qualité liés aux services clients, par exemple les temps de réponse pour les services clients, les plaintes concernant l'exactitude de facturation et d'autres points. Au cours des auditions et déplacements que j'ai pu mener en tant que rapporteur de la mission avec Pierre Cavani, j'ai pu constater que les résultats des indicateurs produits par l'ARCEP par rapport à la qualité du réseau reflétaient insuffisamment les réalités rencontrées sur le terrain. Par exemple, je l'avais déjà évoqué lors d'une rencontre, l'absence de maintenance du réseau, les sous-traitances en cascade, la difficulté pour les usagers et les élus d'identifier un interlocuteur auprès des opérateurs et notamment de l'opérateur historique. Si à titre d'exemple, pour vous montrer le mécontentement et les difficultés ressenties sur le terrain, sur 93 communes de ma circonscription, 47 ont délibéré en conseil municipal pour déplorer ces dysfonctionnements. Nous avons, je l'ai dit, eu l'occasion d'échanger sur cette nécessité d'améliorer les indicateurs de façon à ce que le ressenti des usagers soit conforme aux indicateurs que peuvent nous donner notamment les opérateurs. Donc ma question à ce sujet sera très simple. Pourriez-vous nous faire part des évolutions effectuées ou en cours sur ces indicateurs de couverture et de qualité de la couverture? Merci, Monsieur Verdier. Monsieur Lionel Tardy pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Je voudrais saluer le rôle de l'ARCEP dans le cadre du programme Zone Blanche tel qu'actualisé par la loi Macron. La liste des 171 nouvelles communes publiée il y a 15 jours et qui comprend notamment la commune de Montmain dans ma circonscription a été, je le sais, établie suite à des mesures précises sur le territoire. Pouvez-vous nous préciser quelle sera l'intervention de l'ARCEP une fois cette liste définitivement établie?
Deuxième sujet, concernant le projet de loi numérique, quelle est votre analyse sur la définition de la neutralité du net, telle que définie dans l'article 16 actuellement rédigé, sachant que cet article fait de l'ARCEP, comme vous l'avez dit, le garant de la neutralité du net, avec un pouvoir de mise en demeure. Pour rappel, le texte actuel prévoit que lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau ou une personne fournissant des services de communication ne respecte pas ses obligations, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer. Enfin, je sais que l'ARCEP va publier prochainement des lignes directrices sur le partage des réseaux mobiles afin de veiller à la question de la concurrence, notamment concernant les infrastructures. Envisagez-vous d'adopter également des lignes directrices similaires pour le fixe? Et toujours dans le cadre du partage des réseaux mobiles, l'ARCEP a-t-elle prévu de travailler sur le multi-roaming, en particulier pour certains métiers pour lesquels l'accès au réseau sans interruption est impératif, notamment dans les zones de montagne, ce qui est mon cas. Ça concerne les forces de sécurité, la protection civile, les services médicaux et également les particuliers, puisque le multi-roaming en France est actuellement couvert par des cartes SIM étrangères. Merci. Merci. Monsieur André Chassaigne pour le groupe GDR. Merci. Oui, moi je voudrais aussi d'abord saluer l'action de l'ARCEP et, il faut le dire, la qualité des relations et votre réactivité quand vous êtes interrogé. Et aussi l'apport que vous pouvez avoir dans le cadre, par exemple, comme ça a été le cas d'une proposition de loi que j'ai rédigée, qui a été votée à l'unanimité d'ailleurs ici, hein, l'apport que vous avez eu en toute objectivité en termes de conseils sur l'élaboration d'un texte législatif. Deuxième observation, c'est demande de précision plus précisément, je crois que ça serait bien que ça apparaisse au compte rendu, c'est quels sont les moyens précis de saisir l'ARCEP. Bon, je crois savoir que l'ARCEP peut être saisie par une organisation professionnelle, par une association d'utilisateurs agréés, par une personne physique ou morale concernée. On s'était posé la question de la possibilité d'être saisi par un élu local, par exemple un maire qui n'est pas directement concerné, mais où il peut y avoir des problèmes sur son territoire. Donc, ce serait bien de revenir sur en quelque sorte, sur la façon de faire, hein, sur les leviers qui peuvent être actionnés. Ce qui m'amène à vous interroger sur la procédure de sanction. Est-ce que, en dehors de ce qui est prévu comme sanction possible, notamment quand un opérateur ne remplit pas ses obligations, est-ce que concrètement, vous avez été conduit à prendre des sanctions, ou alors qu'est-ce que vous avez utilisé comme levier d'action pour obtenir des réponses quand le constat a été fait d'un dysfonctionnement? Comment vous procédez? Une forme d'enquête pour vérifier la validation? Je crois que c'est bien de préciser tout ça. Et je terminerai sur la question de vos moyens. Parce que vous venez dans votre présentation montrer à quel point il y a eu depuis 1987 une évolution très importante des missions qui vous sont confiées, une forme de multiplicité des missions nationales et même, vous venez de nous le dire, missions européennes, pour le respect des obligations des opérateurs, des consultations publiques, des rapports divers. Vous avez même précisé que, au regard de votre charge de travail, vous deviez retarder le rendu d'un rapport. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos moyens humains, et est-ce que vous estimez que vos moyens financiers aujourd'hui sont suffisants pour faire face à l'ensemble des missions qui vous sont confiées? Merci, monsieur le député. Monsieur Franck Régnier pour le groupe UDI. Oui, je voudrais à mon tour insister sur la question des zones blanches. La téléphonie mobile, mais également disposer d'un Internet à débit acceptable sur beaucoup de nos territoires, c'est quelque chose d'essentiel. Et l'attribution des fréquences 700 MHz, je l'espère, pourra apporter quelques réponses sur ce sujet. Je voudrais insister sur le fait que l'impact pour les collectivités territoriales est aussi important
très souvent nous sommes contraints, intercommunalités, conseils départementaux ou régions, à nous substituer et à investir fortement sur l'atténuation de ces zones blanches sur les territoires, à une période où les budgets des collectivités territoriales sont mis à mal. Il est important que vous puissiez être sensibilisés sur ces questions et l'accès à la téléphonie mobile, à l'Internet sur l'ensemble de notre territoire pose aujourd'hui un vrai problème. Concernant les textes de loi sur lesquels nous allons travailler dans les semaines qui viennent, l'ambition du développement de l'économie numérique est essentielle. Nous en sommes tous convaincus. Mais votre mission de régulateur national, je crois, doit aussi avoir une vision peut-être beaucoup plus large que notre territoire national. Nous avons ici, à la Commission des affaires économiques, il y a quelques semaines, reçu des acteurs de l'économie numérique, que ce soit les dirigeants de Blablacar, de Deezer ou de Wissing, sont venus nous faire part de leurs attentes et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et assurément, ce qu'ils demandent, c'est qu'il y ait d'une part une simplification des réglementations, mais d'autre part qu'il y ait une harmonisation à l'échelle européenne. Aujourd'hui, si nous voulons que nos entreprises européennes soient efficaces et donc que nos entreprises nationales soient efficaces, il faut qu'elles disposent d'un marché suffisamment important, d'un volume opérationnel qui leur permette de concurrencer des entreprises internationales. Donc je pense qu'il est aussi de votre responsabilité sur ce contrôle qui est le vôtre au niveau national, d'avoir bien sûr ce souci d'harmonisation, de simplification et d'efficacité par rapport à de très nombreuses entreprises très compétitives de notre pays. Je vous remercie. Merci. Madame Janine Dubié pour le groupe de RDP. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président, d'être de nouveau devant nous aujourd'hui. La dernière fois que vous étiez venu, c'était pour nous présenter votre projet pour l'ARCEP, autorité pour laquelle vous aviez alors affiché beaucoup d'ambition. Et je dois dire que depuis un peu moins d'un an, vous avez beaucoup travaillé pour moderniser l'ARCEP, pour renforcer sa visibilité et s'afficher plus seulement comme un régulateur, mais aussi comme un interlocuteur légitime vis-à-vis de la filière numérique. Comme ça, je souhaitais le souligner et vous en remercier. Vous nous avez parlé de votre revue stratégique que vous avez soumise à consultation publique. C'est effectivement l'occasion de mieux envisager le rôle et les missions de l'ARCEP au regard de la transformation numérique et en collaboration avec l'ensemble des acteurs du secteur. Et dans cette revue stratégique, vous avez identifié parmi vos 3 chantiers prioritaires le déploiement de la fibre optique. Vous connaissez notre intérêt pour les territoires montagnards et ruraux. Et si nous avons confiance dans les engagements du gouvernement, nous sommes nombreux en tant que parlementaires, à être attentifs à ce que ces territoires ruraux ne soient pas une fois encore pénalisés par ce nouveau saut technologique. Et donc, nous comptons sur le plan France très haut débit pour ne pas encore répéter les mêmes erreurs et accentuer la fracture numérique territoriale. Alors, ma première question portera sur l'application de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui a étendu le pouvoir de sanction de l'ARCEP pour veiller à la bonne mise en œuvre de ce plan. Comment vous envisagez ce nouveau pouvoir? Dans quelle mesure vous comptez vous en servir face aux opérateurs? Et puis, quel est votre sentiment global vis-à-vis des objectifs de la couverture fixés par le plan France très haut débit? Sur la couverture mobile en zone blanche. Bon, beaucoup de questions ont été posées. On sait effectivement, bon, une liste vient de sortir de 171 communes. Une autre était sortie avant de 67. Je crois que nous sommes en attente d'une prochaine. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment cette liste va sortir et surtout, qui c'est qui a en charge les mesures? Enfin, comme mon collègue Chassaigne, vous êtes dans un contexte budgétaire qu'on qualifie quand même de difficile, puisque cette année encore, vous subissez une nouvelle baisse des crédits, en dépit de l'augmentation de vos missions et compétences. Et donc, comment l'autorité va-t-elle s'adapter à cette baisse de ses dotations? Et est-ce que cette baisse a été prise en compte lors de la définition des priorités de l'ARCEP dans le cadre de
la revue stratégique. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Bonneton, pour le groupe des écologistes. Merci Madame la Présidente. Je voudrais, Monsieur le Président de l'ARCEP, vous remercier pour votre intervention et son éclairage sur l'activité de l'autorité administrative indépendante que vous présidez. Ces dernières années, j'ai rédigé l'avis budgétaire sur la Poste et de ce fait, j'ai pu me rendre compte de l'activité et de l'utilité de l'ARCEP. Je peux dire que votre agence joue un rôle déterminant dans le suivi et le contrôle, aussi bien des activités postales et que des communications électroniques. En ce qui concerne l'activité postale, la compensation de l'État prévue pour la distribution de la presse diminue régulièrement. Nous sommes passés de 217 millions de crédits en 2013 à 119 millions pour 2016. Le renouvellement des accords dits Schwartz n'est pas encore finalisé. Vous avez un rôle dans ce domaine. Le volume du courrier baisse depuis plus de 15 ans. Cette baisse a même tendance à s'accélérer ces dernières années avec un volume de moins 5% par an, ce qui est considérable. L'ARCEP est également chargée d'accorder à la Poste l'autorisation d'augmenter le prix des timbres. En juillet 2014, vous avez accordé une augmentation très substantielle de 5,2% en moyenne par an pendant 4 ans, après une augmentation de 7% au 1er janvier 2015. Une nouvelle augmentation de 3,6% est prévue au 1er janvier 2016. Si l'objectif est d'apporter des recettes supplémentaires à la Poste, on peut craindre aussi que cette augmentation ait pour conséquence d'accentuer la baisse du volume du courrier. Qu'en pensez-vous? Quant aux moyens de l'ARCEP, votre agence est confrontée à une baisse depuis plusieurs années, alors même que de nouvelles missions lui sont régulièrement confiées. Ces nouvelles missions étaient déjà abordés comme le processus de libération de la bande 700 MHz, le pilotage du processus de déploiement du très haut débit, le suivi de l'évolution de la couverture des zones blanches, et le gouvernement peut aussi vous confier un rôle d'expert. De ce fait, l'ARCEP n'est, semble-t-il, plus en mesure d'assurer totalement certaines activités comme les études et la prospective, cependant indispensable pour préparer correctement l'avenir. Il est vrai que pour 2016, le plafond d'emploi est stabilisé, mais reste en deçà de ce qui serait vraisemblablement nécessaire. Ainsi, la dernière étude de l'ARCEP sur le secteur postal a plus de 5 ans, alors même que ce secteur est en plein bouleversement. Je pense par exemple au boom des petits colis et de l'e-commerce, et également un rapport sur le développement des objets connectés qui utilisent de nombreuses fréquences serait le bienvenu. C'est pour cela que, devant cette situation, j'ai déposé un amendement au PLF 2016 pour demander une augmentation d'1 million d'euros de budget pour l'ARCEP. Mon amendement a été repoussé. Il n'est donc pas superflu d'informer mieux mes collègues, si vous me permettez cette petite note. J'en viens à l'ensemble de mes questions. L'adaptation à la réglementation de l'Union européenne en matière de fréquences en montagne va avoir des conséquences financières importantes pour ceux qui s'occupent de cela. Ainsi, dans mon département de l'Isère, une association de prévention et de secours en montagne estime le coût à environ 60 000 €, soit 7 années de son budget, ce qui met en danger son existence même. Ne pensez-vous pas qu'il serait indispensable de prendre des mesures d'accompagnement pour éviter de telles situations ? Autre question, l'ARCEP détient certaines compétences. Pensez-vous qu'elles sont suffisantes? Sinon, quelles évolutions juridiques pensez-vous souhaitables, notamment en matière de règlement des différends et de sanctions? Autre question, en 2014, la société SFR a été condamnée par l'autorité de la concurrence à hauteur de près de 46 millions d'euros pour avoir, je cite, pour avoir mis en place et maintenu un écart de prix abusif dans la téléphonie mobile à La Réunion et à Mayotte. Avez-vous les moyens juridiques pour intervenir en amont et éviter ce genre de pratiques? Autre question, je vous demande quelques instants, Madame la Présidente, s'il vous plaît. Tout le monde s'est plié à une contrainte d'agenda. 10 secondes, s'il vous plaît. 10 secondes. À propos donc de la suite des accords Schwartz, que pouvez-vous nous dire? Autre question et dernière. L'ARCEP contrôle aussi la qualité des services publics assurés par la Poste. Que pouvez-vous nous en dire? Merci. Merci. Monsieur Frédéric Barbier. 2 minutes maximum.
Je vais essayer de faire court. Merci Madame la Présidente. Sur le terrain, les députés roulent beaucoup et on se rend compte, malgré tout ce qui a pu être dit jusqu'à maintenant, que globalement il y a une dégradation, me semble-t-il, de la téléphonie mobile. On a parlé beaucoup des zones blanches. On constate que tout partout où on passait avant, on avait du réseau de téléphone mobile. Et bien dans certains cas, on n'en a plus. Alors est-ce que les opérateurs ont baissé le niveau? Est-ce qu'ils ont réduit ou régulé différemment? En tout cas, quels sont les moyens que vous avez pour regarder véritablement cette qualité, on va dire, de réseau sur le territoire? En tout cas, c'est le cas dans mon département, le Doubs. Sur le raccordement à la fibre pour les collectivités locales, le dégroupage, ma dernière expérience, c'est 18 mois. Entre la demande de la collectivité et le moment où on va mettre en service. Je pense que c'est des délais qui sont beaucoup trop longs. Je ne sais pas si vous avez d'autres expériences à d'autres endroits. Beaucoup de communes sont prêtes à investir. Elles veulent améliorer véritablement le service apporté aux populations, mais en même temps s'engager sur un dossier aussi long. Et parfois, je vais dire, on sent qu'il n'y a pas vraiment une envie de faire avancer ou d'aller plus vite. Quels sont là aussi vos moyens pour pouvoir intervenir? Et après, je vois d'autres pays où, en ce qui concerne le Wi-Fi, qui est, je vais dire, laissé libre, sans code, gratuit par des commerces, des hôtels, des restaurants. Où en est-on en France? Est-ce qu'on est en capacité de pouvoir le faire, de le développer? Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est utile en termes d'économie, que l'on puisse tout partout communiquer toujours plus facilement. Donc je voulais avoir votre avis par rapport à ça. En tout cas, et puis je note effectivement qu'enfin, côté SNCF, ça bouge. Côté compagnie aérienne, peut-être aussi. On voit de plus en plus de compagnies, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les pays arabes ou dans le sud-est asiatique, qui sont aujourd'hui équipés de Wi-Fi à bord des avions. Est-ce que c'est des choses qui vont évoluer chez nous? Merci. Madame Laure de la Raudière. Merci Madame la Présidente. Moi j'ai aussi des questions concernant la mesure de qualité de service. Ça rejoint le sentiment qu'ont tous nos collègues dans tous les territoires que la qualité de service mobile a presque diminué. Et en fait, je me demande si c'est pas la définition des mesures de la qualité de service qui n'est plus adaptée aux terminaux qu'on utilise aujourd'hui par rapport à ceux qu'on utilisait avant. Et je voudrais savoir si dans les licences pour la 5G, on pourrait revoir cette définition de mesure de qualité de service, parce que naturellement, les opérateurs nous disent qu'ils atteignent les objectifs de couverture qui leur sont assignés en fonction des licences et en fonction de certains tests de qualité de service que vous avez mis en œuvre. Ne faut-il pas revoir la façon de mesurer la qualité de service? Parce que maintenant, tous les collègues vous disent la même chose. Concernant la qualité de service Internet, il y a quelques années, l'ARCEP disait, plutôt c'est les opérateurs qui mesurent la qualité de service pour le compte de l'ARCEP. Ne faudrait-il pas voir des mesures indépendantes de la qualité de service Internet? Parce que vous avez, de par le 3e paquet télécom, en tout cas, la possibilité d'imposer des qualités de service minimum sur Internet. Et 3e question, ça concerne le règlement des données personnelles au niveau européen. Comment voyez-vous les choses plus précisément en termes de calendrier et en termes d'orientation actuelle de la Commission européenne sur ce sujet majeur pour la souveraineté de l'Europe? Moi, j'ai en tête ce qu'a décidé l'Allemagne très récemment, d'obliger l'hébergement des données des Allemands en Europe. Ne peut-on pas pousser ce dispositif au niveau européen? Merci. Madame Marcel. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, Monsieur, vous avez communiqué la semaine dernière, donc c'était jeudi dernier, vous avez communiqué les nouvelles conditions tarifaires pour l'allocation de la paire de cuivre d'Orange par les autres opérateurs. Donc c'est la première fois que l'ARCEP fixe ces tarifs. Vous l'avez confirmé aujourd'hui et vous évoquez une meilleure visibilité. Donc ces conditions tarifaires visent à inciter l'investissement et le déploiement des réseaux très haut débit et à favoriser à terme la migration des abonnés
abonnés ADSL vers la fibre. Alors, deux questions. Est-ce que cette évolution tarifaire est également un message adressé pour une meilleure stabilité des prix dans le fixe, notamment à l'égard d'acteurs agressifs sur le marché? Et deuxième question, que pensez-vous des pistes développées par l'un de vos prédécesseurs à la tête de l'ARCEP, qui, dans un rapport remis au gouvernement en février, préconisait l'extinction progressive des réseaux de cuivre et la migration des clients vers la nouvelle infrastructure lorsque des zones sont entièrement couvertes par la fibre? Et pour ma dernière question, je rejoindrai celle de mon collègue Frédéric Barbier sur la détérioration des services et des réseaux, enfin sur nos zones rurales. Merci pour vos réponses. Merci, Monsieur Mathis. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez lancé récemment donc une étude portant sur l'évaluation des actions de l'ARCEP en matière d'information des utilisateurs sur la couverture et la qualité des services mobiles téléphoniques et d'accès notamment à Internet fixe. La consultation publique ouverte jusqu'au 4 décembre doit donc permettre le dépôt de contributions extérieures. C'est une procédure assez inhabituelle, il faut bien le reconnaître, destinée normalement à définir vos nouvelles priorités en termes de régulation et les nouveaux modes d'intervention à l'heure du numérique. Alors, des pistes sont évoquées dans ce domaine, comme la neutralité du net, le développement des objets connectés ou encore la connectivité mobile. Et en cette période un peu trouble, qu'attendez-vous concrètement de cette importante consultation ? Merci. Madame Fabre. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, ma première question concernait les zones blanches. Je n'y reviendrai pas puisqu'elle a été déjà posée par mes collègues Verdier et Barbier. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que certaines zones ne sont couvertes que partiellement et pas uniquement dans les territoires ruraux, dans les territoires de montagne, également dans des territoires littoraux, par exemple, c'est le cas de ma circonscription. Je voulais également attirer votre attention sur les zones grises, dont on parle peu, mais pour lesquelles se posent quand même de très très gros problèmes. Moi, je ne prendrai qu'un exemple. Le week-end dernier, dans mon département, une commune en zone grise, une personne a été victime d'un AVC et personne n'a pu joindre les secours. Voilà. Donc, je pense que là-dessus, il y a un travail important à faire et la personne est décédée. Donc, moi, je voudrais savoir quels sont les moyens que vous allez pouvoir mettre en place. Je sais qu'il y a un décret qui est sorti en août 2014, vous donnant les moyens de pouvoir contraindre les opérateurs à effectuer la couverture de ces zonages. Où est-ce que ça en est et quels sont les moyens supplémentaires que vous pouvez avoir? Merci. Monsieur de Mazières. Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour la clarté de notre présentation, Monsieur le Président. J'aimerais vous poser une question sur les conséquences du passage de la bande en 700 mégas pour les détenteurs de télévision anciennes. A priori, ils seront obligés de changer leur matériel. Est-ce que vous avez une évaluation du nombre de personnes et combien ça coûtera? Deuxième question, je reprends ce que disait Laure Laroudière. Quel sera le rôle de l'ARCEP dans la protection de l'usage des données personnelles, qui est un sujet très préoccupant? Troisième question, vous connaissez, puisque je vous ai écrit sur ce sujet, les conséquences de la fusion Numéricam-SFR. Moi, j'étais dans une ville où il y avait, dans l'accord concluant entre les opérateurs, c'était réservé à SFR. Après la fusion Numéricam-SFR, la nouvelle société a dit qu'il fallait passer obligatoirement uniquement par le câble. Et donc, tout l'effort même qu'ils avaient fait dans le déploiement de la fibre SFR a été annulé. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes performances. Je vous ai écrit, et je salue d'ailleurs l'efficacité de l'ARCEP, puisque vous avez quelque part ouvert la concurrence. Le seul problème, c'est que tout ça décale les délais. Et nous avons un retard évidemment important du fait que maintenant, Orange s'est remis sur les rangs, mais évidemment, cela veut dire des études. Depuis, vous avez un phoning incroyable de Numéricam pour convaincre les gens de prendre très rapidement leur abonnement. Comment vous réagissez? Merci. Merci. Monsieur Stroman. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais évoquer un point plus administratif
c'est la condition d'envoi des factures des opérateurs, notamment de l'opérateur historique. Vous le savez, aujourd'hui, ces envois sont dématérialisés, mais en fait, on ne reçoit pas de facture dans sa boîte aux lettres. On reçoit simplement un avis que la facture est disponible sur un site. Il faut faire des codes d'accès compliqués. Et puis, lorsqu'on laisse dépasser le mois, la facture a disparu et il faut téléphoner pour obtenir une copie de cette facture. Je trouve ça anormal. Il suffit simplement, et d'autres opérateurs le font, qu'on envoie une facture par PDF que le client peut conserver sur son ordinateur au lieu d'une procédure très compliquée qui cache certainement d'autres choses. Merci, Monsieur Herth. Oui, dans le droit fil de ce que dit Madame Fabre, j'ai séjourné la semaine dernière dans le Berry. J'ai regardé la liste du ministère de l'économie. La commune où j'étais n'y figure pas. Or, dans le cas de l'habitat dispersé, on a peut-être la 3G ou la 2G dans le bourg, mais dans les habitations qui sont sur le territoire de la commune, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il faut aussi, en termes de communication, rester relativement modeste sur ce sujet pour ne pas donner de faux espoirs à la population. Ma question concerne le TER. Je suis encore pour quelques semaines chargé des transports à la région Alsace. Et évidemment, cette question du déploiement de la téléphonie dans le réseau TER m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous pouvez préciser le cahier de charge que vous avez mis en place? Et je voudrais simplement signaler que pour l'Alsace, mais elle n'est peut-être pas représentative de l'ensemble des réseaux nationaux, nous avons 750 trains par jour, mais aussi 250 bus TER par jour. Donc voilà, il y a quand même deux sujets peut-être. Merci. Les questions étaient toutes posées. Juste une petite derrière, Monsieur le Président, concernant la lettre recommandée électronique qui est dans le projet de loi numérique. En l'occurrence, pouvez-vous nous faire part de votre avis qui, me semble-t-il, je crois savoir, est un peu réservé sur ce sujet. Pouvez-vous nous le développer? Donc, au total, vous avez à peu près une vingtaine de minutes. Vous, Monsieur le Président, et Madame et Monsieur qui vous accompagnent pour répondre à l'ensemble des interventions de nos parlementaires. Je vous remercie. Merci. Je vais commencer par aborder les questions d'ordre législatif et la question de l'harmonisation européenne, donc des questions assez générales. Ensuite, je vais donner la parole à Martine Lombard sur la question particulièrement sensible des zones blanches. Et ensuite, je vais passer la parole à Jacques Stern sur la question de la neutralité du net. Et s'il reste quelques minutes, je prendrai les questions qui demeurent. Ce que je voulais vous indiquer sur la question de l'harmonisation européenne, effectivement, je sais que votre commission a entendu un certain nombre d'entrepreneurs qui ont eu un message assez fort consistant à dire réfléchissez bien à deux fois avant de définir des règles dans le numérique parce qu'on a besoin d'agilité, on a besoin de souplesse et puis on a besoin d'avoir une vision internationale parce que notre terrain de jeu c'est le monde et je voulais vous indiquer que en ce qui concerne l'ARCEP, nous partageons pleinement cette philosophie. L'ensemble de notre action dérive je dirais à 80% du cadre européen. Nous mettons en œuvre des directives, des règlements européens. S'y ajoutent évidemment des dispositions nationales, on l'a vu dans le cadre de la loi Macron, mais l'essentiel de notre action est bien européenne. Et dans le cadre de la stratégie européenne pour le numérique, eh bien effectivement, à laquelle nous sommes associés, nous défendons l'Europe comme étant une solution en matière de numérique. C'est-à-dire qu'il y a une forme de paradoxe qui est que dans le numérique, l'Europe, elle va apporter potentiellement davantage de souveraineté, puisqu'elle va permettre d'apporter des réponses sur un certain nombre de sujets qui aujourd'hui échappent aux États, parce que les entreprises ne sont pas nécessairement installées dans chacun des États. Et donc je crois que c'est un élément effectivement important. C'est un message que nous adressons au gouvernement dans le cadre du projet de loi numérique. Nous invitons le gouvernement à se situer le plus possible dans le cadre européen et à préférer le droit souple et le recours à la régulation plutôt qu'à la définition de réglementations sectorielles trop précises qui pourraient s'avérer obsolètes très rapidement, qui pourraient être contournées par des acteurs très innovants, qui pourraient aussi poser des problèmes de compétitivité. Parce que si on définit en France des règles trop précises dans le numérique, on ne saura peut-être pas les faire appliquer aux opérateurs étrangers, enfin aux opérateurs qui ne sont pas installés en France, mais en revanche, les acteurs français, eux, ils vont les respecter.
Et donc, si on leur impose trop de règles, on a un problème potentiel de compétitivité. Et donc, effectivement, c'est une préoccupation que nous avons partagée avec le gouvernement. Donc, en matière de neutralité de l'Internet, ce que nous suggérons au gouvernement, ça n'est pas tant de modifier le contenu de la neutralité de l'Internet. Jacques Stern reviendra dessus sur cette question de la définition de la neutralité du net qui a été posée. En revanche, nous invitons le gouvernement à renforcer le contrôle et la capacité notamment de l'ARCEP à réaliser un certain nombre d'investigations pour contrôler cette neutralité du net. On va être dans un rôle un peu de gendarme et non pas seulement d'arbitre, contrairement à ce qui a été le cas par le passé. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau européen, nous sommes très investis à l'ARCEP depuis longtemps. Nous participons à des groupes de travail techniques et moi-même, je m'investis dans ce qui s'appelle le BEREC ou l'OREC, qui est l'organe des régulateurs européens, dans lequel je pourrais être amené à prendre un certain nombre de responsabilités dans les prochaines années. Nous aurons l'occasion d'en reparler si c'est le cas. En tout cas, l'Europe, c'est vraiment un élément clé de notre action et c'est par ce prisme que nous allons, je dirais, nous manifester dans le cadre des projets de loi. Pour répondre à votre toute première question, Madame la Présidente, sur la question des mesures de sécurité qui pourraient être adoptées suite aux événements du 13 novembre. Je ne sais pas précisément ce que le gouvernement a en tête. Ce que je peux vous dire, c'est comment les choses se sont passées dans le cadre de la loi renseignement. Dans le cadre de la loi renseignement, l'ARCEP a été saisie pour avis. Elle a rendu un avis dans le cadre de ses compétences. L'ARCEP n'a pas de mission de protéger les libertés. Elle a pour mission le bon fonctionnement des réseaux. Et à ce titre, elle a fait un certain nombre de remarques qui ont été prises en compte par le gouvernement. Et désormais, il y a un mécanisme de coopération entre l'ARCEP et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui a été instituée avec la faculté pour les deux autorités de se saisir pour avis. Et moi-même, j'ai proposé au président de la République la nomination d'un expert en communication électronique pour composer le collège de la CNCTR en la personne de Patrick Puge. Donc je dirais que pour moi, la bonne réponse, c'est qu'il y ait des mécanismes de coopération entre les organes de contrôle sur la question des renseignements et des opérations qui peuvent impliquer des interventions techniques, et l'ARCEP en tant que régulateur des réseaux. Chacun doit rester dans son rôle. Nous avons une expertise technique que nous pouvons apporter, mais bien évidemment, nous ne pouvons pas nous substituer aux organes qui régulent la question des libertés individuelles et des libertés publiques. Concernant la question de la lettre recommandée électronique, effectivement, l'ARCEP regrette le manque de concertation avec le gouvernement sur ce texte, pourtant important. C'est vrai que la possibilité de développer le recommandé électronique sera un vrai gage de simplification pour nos concitoyens et nos entreprises. Néanmoins, nous ne sommes pas convaincus par le dispositif qui a été élaboré et nous nous tenons pleinement et entièrement à la disposition du gouvernement et du Parlement pour aboutir à un texte qui serait plus opérationnel et qui serait plus sécurisant. Nous recommandons en réalité le lancement d'une mission, ce qui malheureusement risque de faire perdre du temps, mais nous avons l'impression que la maturité technique du sujet n'est pas encore là. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Martine Lombard sur la question de la couverture des zones blanches. Président, de la confiance dans la collégialité de l'autorité, car nous n'avons pas des portefeuilles particuliers, mais nous avions pensé que je pouvais évoquer cette question. Alors, elle est vraiment très sensible, cette question de la couverture mobile, et bon, j'ai vu qu'il y avait 7 questions qui ont été posées de façon vraiment très forte. Je dirais que nous-mêmes, simples membres du collège, nous en sommes conscients, parce que quand on va dans les régions, par exemple pour les comités consultatifs régionaux de l'aménagement numérique du territoire, nous nous faisons régulièrement prendre à partie sur ce thème-là de la couverture mobile du territoire. Alors j'imagine ce qui peut remonter des circonscriptions. Donc cela a trait à la fracture numérique du territoire. C'est un chantier absolument essentiel. Pour y remédier, cela implique la collaboration de tous, donc l'exécutif, le Parlement qui a voté donc la loi du 6 août 2015,
les opérateurs, les collectivités territoriales et aussi, bien sûr, le régulateur, sans que cela porte en rien d'ailleurs atteinte à son indépendance. Alors, s'agissant de la loi du 6 août 2015, où en sommes-nous? Celle-ci, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Verdier, donc fixe 2 échéances, l'une à fin 2016 pour le rattrapage, et c'est vraiment un rattrapage en 2G des communes qui n'ont absolument rien, même pas donc la 2G au centre-bourg, et puis ensuite une échéance à mi-2017 pour la couverture en 3G des 2200 communes qui n'en ont pas encore. Alors, pour atteindre ces 2 échéances, il y a d'abord 2 étapes préalables, et nous y sommes. La première étape, c'est le recensement donc, des communes concernées. Ceci est l'œuvre des préfectures de région, donc sous l'égide du gouvernement. Et le recensement a d'ores et déjà donné lieu à une liste publiée par arrêté du 5 novembre dernier, alors, qui fait apparaître 171 communes qui s'ajoutent aux 67 communes dont nous savions déjà qu'elles n'étaient pas couvertes. Donc ça fait en tout 238 communes qui sont carrément hors de toute couverture numérique. Et il semble que ceci ne soit même pas encore peut-être complètement complet, puisque un recensement complémentaire est en cours et devrait aboutir début décembre pour que vraiment aucune commune ne soit oubliée. Or, ceci est l'œuvre, encore une fois, des préfectures de région qui font faire les mesures. Je sais que parfois, sur le terrain, ça se passe de façon un peu tumultueuse, d'ailleurs, tant le sujet est sensible, et puis cela donne lieu ensuite à arrêté ministériel. La deuxième étape préalable, c'est la mise au point d'une convention, 2 conventions entre les 4 opérateurs, disons, à la suite de ce qui avait été obtenu par le ministre chargé de l'économie en mai dernier. Mais ça, c'était un accord de principe. Il faut maintenant le traduire dans des conventions que prévoit la loi et qui inscrit cela dans la loi. Et il est prévu que ces conventions doivent être transmises à l'ARCEP en même temps qu'au ministre. Et là apparaît le rôle de l'ARCEP qui doit vérifier que ces conventions sont bien conformes au cadre réglementaire qui a été prévu. Et puis, enfin, interviendra le rôle essentiel que donne la loi à l'ARCEP, le rôle nouveau, qui est, ces engagements étant actés dans la loi, de sanctionner, le cas échéant, leur non-respect. Donc là, évidemment, n'anticipons pas, il faut espérer que les opérateurs vont respecter leurs engagements, mais il y a bien ce pouvoir de sanction dévolu à l'ARCEP. Je voudrais dire aussi quelques mots, d'ailleurs, des 800 zones d'activité hors centre-bourg, parce que ce que je viens d'évoquer ne vise que les centres-bourgs, d'où le rôle, d'ailleurs, un peu déceptif qui peut être celui des annonces actuelles. Donc, il est bon que la loi ait prévu qu'il y ait, en dehors même des centres-bourgs, 800 zones d'activité. Et là, ce n'est pas une liste qui sera fixée par arrêté ministériel, ce sera à l'initiative des collectivités territoriales elles-mêmes que les dossiers remonteront à l'agence du numérique avec un cofinancement par l'État. Je voudrais aussi ne pas esquiver les responsabilités de l'ARCEP dans le caractère parfois un peu déceptif et dans la vivacité des réactions que nous rencontrons. Les cartes de couverture mobile, en effet, oui, nous en sommes conscients, marquent un certain parfois écart entre ce qui ressort de ces cartes et puis le ressenti des citoyens. Et je voyais récemment un chiffre qui a été donné au comité des consommateurs avant-hier, qui est qu'en vertu de ces cartes faites par les opérateurs, 99,98% de la population est couverte en couverture mobile. Et j'ai l'impression que nous sommes très nombreux à être dans les 0,02% qui ne sommes pas nécessairement couverts. Je dirais aussi que la couverture, elle peut être aussi parfois sporadique, c'est-à-dire qu'à un moment on est couvert et à un moment on ne l'est pas. Et moi-même qui vais voir ma mère régulièrement dans une zone littorale, je constate que, alors qu'il y a un problème de santé à la clé, il arrive qu'il n'y ait aucune couverture. On touche là la question des zones grises, et pour cela, un chantier, mais un très grand chantier va être ouvert en 2016, qui consistera à améliorer ces cartes de couverture mobile, grâce d'ailleurs au projet de loi numérique s'il est adopté. Nous devrions avoir plus d'instruments pour obtenir des cartes qui ne soient pas binaires, mais qui reflètent la réalité du service, qui ne reflètent pas seulement la couverture à l'extérieur, mais bien aussi à l'intérieur des bâtiments.
Pardon, j'ai peut-être été trop longue, mais sur un sujet délicat. Merci. Monsieur le Président. Oui, merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Président. Sur la question de la neutralité de l'Internet, tout d'abord, je voudrais rappeler que l'ARCEP, en tant que régulateur technico-économique, s'est saisi de cette question dès 2009, qu'elle a approfondi la définition de ce que devait être la neutralité, qu'elle a exploré les exceptions nécessaires au principe de neutralité, mais surtout l'encadrement très strict de ces exceptions. Et on peut dire qu'au sein des régulateurs européens, l'ARCEP a été un précurseur. Donc, nous nous félicitons de l'arrivée de ce règlement européen. Nous nous félicitons également que ce concept d'Internet ouvert et de neutralité de l'Internet soit inscrit dans le projet de loi Le Maire sur lequel vous aurez prochainement à vous prononcer, projet qui naturellement est en cohérence avec le règlement européen. Alors, ce que je voudrais dire sur ce règlement et sur ce projet de loi, c'est qu'il s'agit d'un acte fondateur très fort, puisque au-delà de la neutralité de l'Internet, c'est-à-dire de l'obligation d'acheminer les contenus indépendamment de leur origine, de leur destination et de ce qui est véhiculé, ce règlement pose un véritable droit pour les citoyens, qui est le droit d'accéder à toutes les données disponibles sur le réseau et également le droit de contribuer aux données de ce réseau. Alors c'est peut-être pour ça qu'on parle d'Internet ouvert, qui est un concept plus englobant que celui de neutralité du net, qui est un concept essentiellement technico-économique. Je voudrais dire aussi que cet acte fondateur, il est plus fort que ce qui est fait dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, où la Commission fédérale des communications, la FCC, a établi un acte administratif à droit constant, cet acte devant encore passer par la validation auprès des juridictions fédérales. Donc, un droit très fort, la neutralité de l'Internet, mais aussi un nouveau rôle pour notre autorité, qui est celui d'être le gardien de cette autorité, de ce droit, et celui de contrôler les exceptions possibles. Alors, les exceptions, que sont-elles? Il y en a deux. Les questions de gestion de trafic. Il est absolument nécessaire de pouvoir gérer le trafic pour faire face notamment à des périodes de congestion du réseau. Cette gestion du trafic doit être proportionnée, transparente et non discriminatoire. Elle ne doit pas être, du coup, simplement fondée sur des objectifs commerciaux. L'autre exception, ce sont les services gérés. Ces services gérés, ce n'est pas une autre voie d'accès à l'Internet qui serait plus coûteuse et simplement plus rapide. Il ne s'agit pas d'avoir deux réseaux, un réseau à deux vitesses. Il s'agit de s'écarter de l'Internet général, de l'Internet du meilleur effort, pour des services qui, fonctionnellement, ont besoin d'une optimisation spécifique. Et de plus, la mise en place de ces services ne doit absolument pas dégrader la qualité de l'Internet général, de l'Internet du meilleur effort. Donc, quels sont ces services? Pour l'instant, on en connaît principalement deux, les services de télévision par Internet, la télévision IP, et les services de voix. Dans l'avenir, il y en aura certainement d'autres, peut-être, probablement, des services de télémédecine. Pour conclure, je voudrais dire que ce règlement et cette loi
sur laquelle vous allez vous prononcer ne sont certainement que la première pierre d'un édifice à venir. Nous, régulateurs, nous aurons ensuite à travailler, une fois le règlement devenu d'application immédiate, quand ce sera le moment. Nous aurons 9 mois avec nos collègues des autorités de régulation européenne pour établir des lignes directrices. Vous, parlementaires, vous aurez bien évidemment à faire vivre et à faire évoluer ce règlement sur la neutralité du net. Tout n'est pas dit. Il s'agit véritablement d'un premier pas sur ce droit extrêmement important conféré aux citoyens. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, merci Martine Lombard, merci Jacques Stern. Je vais répondre à la question importante des moyens, notamment, qui va me permettre aussi de répondre à différentes questions. C'est évidemment très difficile pour moi de vous dire de manière extrêmement simple, j'ai assez de moyens ou je n'ai pas assez de moyens. Si je vous dis que j'ai assez de moyens, vous allez dire, oh là là, mais celui-là, il faut absolument y retirer des moyens. Si je vous dis que j'en ai pas assez, vous allez dire, oh là là, il nous fait le scénario habituel du président d'autorité administrative indépendante ou du responsable d'administration qui demande davantage de moyens. Donc, la vérité, c'est que je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Ce que je peux vous dire de manière factuelle, c'est que moins nous avons de moyens, plus nous travaillons sur le court terme et plus nous nous limitons à répondre aux sollicitations des acteurs, et notamment des acteurs économiques. Et c'est ça notre rôle premier. Je vous donne un exemple. Quand on travaille sur la bande des 700 MHz, quand on a beaucoup de moyens, on peut se poser la question de savoir effectivement, est-ce qu'il faut imposer des nouvelles obligations de couverture ? Est-ce qu'on peut amener un service nouveau, différent aux citoyens ? Si on a moins de moyens, eh ben, on se pose uniquement la question de savoir, bon, ben, ces blocs de fréquences, ils permettent aux opérateurs d'être actifs sur le marché, et on va simplement organiser une procédure qui permet à chacun d'avoir des fréquences. Donc, je dirais, c'est simplement, notre capacité à sortir des sujets strictement concurrentiels et de fonctionnement du marché qui dépendent de nos moyens. Il se trouve que sur le dossier de la 700 MHz, c'était un dossier qui était tellement important qu'on a mis en priorité tous nos moyens dessus, et ça nous a permis de saisir ce dossier dans son ensemble. Mais globalement, c'est ça le sujet. Plus on a de moyens, plus on peut se pencher sur la question des zones blanches, plus on peut se poser la question de l'enrichissement des indicateurs de qualité de service. Fabrice Verdier a évoqué notamment la qualité du cuivre. Il y a une proposition de loi qui a été déposée par André Chassaigne sur le sujet. On est extrêmement conscient de la dégradation du cuivre, et je vais vous dire, elle nous a surpris. Elle nous a surpris. Est-ce qu'on avait tous les indicateurs qui nous auraient permis de la détecter plus tôt ? Peut-être pas. Est-ce que les indicateurs... Madame Laraudière, la parole est à Monsieur le Président de l'ARCEP. L'ARCEP s'est saisi de ce dossier en mi-2014. Bon, voilà. Est-ce qu'on devrait enrichir ces indicateurs ? Très certainement, et c'est un travail conjoint entre le gouvernement et l'ARCEP, puisque cela relève du service universel, mais ça demande du travail. On l'a bien vu, le recensement des zones blanches, il est discutable, parce que c'est beaucoup de travail, parce que c'est un travail de fourmi. Et donc simplement ma réponse, c'est de dire que moins l'ARCEP aura de moyens, plus elle sera focalisée sur un noyau dur, et plus elle aura uniquement un rôle d'arbitrage entre les intérêts de grands opérateurs économiques, qui est un rôle important, qui est un rôle essentiel, puisque les réseaux numériques sont une infrastructure pour les échanges. Donc je ne veux pas dire que ça ne sert à rien, certainement pas, c'est très important, mais moins on pourra se pencher sur le reste. Donc quelque part, la question des moyens de l'ARCEP, c'est une question politique, et c'est la raison pour laquelle elle relève du gouvernement et du Parlement. Je prends un autre exemple. On a parlé du multi-roaming sur une question de Lionel Tardy, qui rejoint également la préoccupation des zones grises. Nous voudrions à l'ARCEP, effectivement, développer beaucoup plus, notamment dans les zones rurales. Et là, on ne parle pas de 1 ou 2% de la population, mais peut-être 10 ou 15%. On voudrait vraiment impulser une mutualisation très forte, quasiment un réseau unique, dans lesquels les opérateurs assureraient une couverture du territoire.
eh bien, ça nécessite beaucoup de moyens, ça nécessite certainement des dispositions législatives. C'est un élément que nous allons mettre sur la table dans le cadre de nos lignes directrices sur le partage et la mutualisation des réseaux en fin d'année, mais c'est un travail au long cours. Voilà un sujet sur lequel nos moyens sont aujourd'hui limités. Concernant la Poste, nous avons un rôle, je dirais, de tiers de confiance. C'est-à-dire que le marché postal ne va pas massivement s'ouvrir à la concurrence. C'est un marché en déclin. Et donc notre rôle principalement, c'est d'accompagner ce marché pour assurer de l'objectivité sur la question des coûts, sur la question des prix et sur la question de la qualité du service universel. C'est un travail particulier qui est différent de ce que nous faisons dans le numérique. Nous avons le sentiment que l'accompagnement que nous permettons à la Poste sur le plan des tarifs est raisonnable et ne va pas accélérer, je dirais, la migration des usages. Pour une bonne part, les gens qui utilisent encore les services postaux, c'est parce qu'ils ont assez peu d'alternatives, ils n'ont pas forcément le choix, il y a beaucoup d'usages de professionnels, et donc on ne s'attend pas à ce que cette augmentation des prix, qui est progressive et raisonnable, dégrade artificiellement le trafic. Concernant la suite des accords Schwartz, nous avons rendu un avis pour apporter de l'objectivité à un sujet qui était très débattu depuis des années, qui était de savoir sur cette mission de service public de transport de la presse par la Poste, est-ce que la Poste n'est pas surcompensée? Nous avons examiné les coûts de la Poste et nous avons établi de manière très claire que, au contraire, la Poste était très significativement sous-compensée. Nous allons continuer à travailler sur ce sujet avec le gouvernement dans le cadre de la mission qui a été confiée à Monsieur Gianesini. Concernant la question de non seulement de la couverture, mais de la qualité des services mobiles, Martine Lombard y a répondu en bonne partie. Nous sommes conscients que nos indicateurs sont insuffisants. Nous allons les enrichir. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, pour vérifier la qualité de la couverture d'un réseau en service data, en service de données, on vérifie le téléchargement d'un fichier peut-être de 500 kilooctets en, je ne sais plus, 1 minute. Bon, ça correspond plus du tout à ce qu'attendent nos concitoyens. Donc, nous sommes en train de travailler. Est-ce qu'il faut augmenter la taille du fichier? Est-ce qu'il faut diminuer la durée? Mais en tout cas, ça ne peut pas rester comme ça. Donc, nous allons enrichir ces données et nous allons donner également des éléments de couverture beaucoup plus fins, l'indoor, l'outdoor, ça a été indiqué. C'est un élément qui nous est permis par la loi Macron, par la loi croissance et activité, puisque c'est un point qui a été évoqué par Laure de la Raudière. Désormais, nous allons pouvoir demander beaucoup plus massivement aux opérateurs de faire des mesures par des prestataires indépendants que nous aurons choisis, nous, sur la base d'un cahier des charges que nous aurons choisi, nous. Donc nous allons apporter beaucoup plus de fiabilité, beaucoup plus de contrôle sur les éléments qui vont être fournis par les opérateurs, et donc on va par ce biais permettre un enrichissement de ces indicateurs. Pour conclure peut-être sur la question de la migration du cuivre vers la fibre, donc c'est un chantier au long cours. Le très haut débit, c'est un chantier extrêmement important pour notre pays. Souvent, j'entends dire « la France est en retard ». Il y a une carte d'Europe qui a été publiée récemment qui montre que la France serait en retard sur le très haut débit. C'est vrai dans la mesure où cette carte mesure le très haut débit à 30 mégabits. Très haut débit à 30 mégabits, ça donne un avantage aux pays qui peuvent massivement réutiliser les infrastructures existantes du téléphone et du câble pour faire du très haut débit. En France, ça n'est pas le cas. Le câble, c'est à peu près 30% de la population qui est couverte. C'est pas ça qui va nous permettre d'amener le très haut débit pour tous. Le cuivre, il peut être modernisé en rapprochant les équipements actifs de l'abonné, mais ça a une limite. Et il se trouve que l'architecture du réseau en France, je ne rentre pas dans les détails, est très défavorable. On ne peut pas amener massivement du très haut débit par le cuivre. Et donc la France, elle est condamnée à faire ce qu'on appelle dans les pays en voie de développement le leapfrog, c'est-à-dire de sauter une génération. Et donc ça veut dire que la France, elle est dans un chantier d'infrastructure extraordinairement ambitieux, qui est le déploiement massif de la fibre optique jusqu'à l'abonné.
Alors la fibre optique n'ira pas partout. Le plan France Très Haut Débit, il prévoit à peu près 80% de la population en fibre optique. Mais c'est une ambition sans pareil en Europe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en retard. Et sans doute, espérons-le, dans 10 ans, nous serons très en avance. Et dans ce chantier exceptionnellement important, qui fait intervenir non seulement les opérateurs privés, mais les collectivités locales, à travers les réseaux d'initiatives publiques, eh bien, nous souhaitons donner le maximum de visibilité. On est dans un chantier extrêmement long. Et donc, d'abord, à travers des éléments de référence sur le prix du cuivre. Oui, le prix du cuivre augmente. Il augmente de manière progressive, il augmente de manière modérée, mais nous avons estimé qu'il n'était pas souhaitable de laisser la paire de cuivre baisser, ce qui aurait pu être la logique spontanée du fait de la réduction d'un certain nombre de coûts. Alors, il y a une réduction qui se porte du coup sur d'autres tarifs, puisqu'il y a quand même une logique qu'on appelle d'orientation vers les coûts, dans lequel Orange ne doit pas faire de marge sur ce sujet, mais nous avons souhaité stabiliser ce signal économique de la paire de cuivre dans un sens légèrement ascendant, qui nous semble être le bon signal pour la transition vers le très haut débit. Concernant la mise en œuvre du rapport Champsor, c'est entre les mains du gouvernement. La loi Macron prévoit notamment l'adoption d'un statut de zone fibrée qui va permettre d'inciter à la bascule, c'est-à-dire au remplacement du réseau cuivre par uniquement un réseau en fibre optique, et nous participerons de manière active à ces travaux. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la concision dont ont fait preuve et nos collègues et vous-même. Nous vous entendons pour la remise du rapport qui sera présenté au Parlement. Nous vous inviterons en début d'année, je pense. Encore une fois, merci. Merci également, Madame, Messieurs. Et nous allons juste suspendre 2 minutes.